conteur a quelque chose qui fait qu'il est unique. Parce que quand on ouvre la porte, les histoires arrivent. Moi, je crois à ça. Voilà. C'est pas nous qui choisissons vraiment nos histoires. Moi, je pense très honnêtement que c'est plutôt les histoires qui nous choisissent, en fonction de nos moments de vie, en fonction de là où nous sommes, en fonction... Et que c'est tous ces moments-là qui font que l'histoire, elle vient. Je suis dans ce qu'il faut, là. Il n'y a pas de ce qu'il faut, bon, qu'est-ce que c'est cette question? question? Non, mais c'est une question. Mais quoi, il n'y a rien de ce qu'il faut. Ah, écoute, voilà. Et donc, les histoires, elles viennent comme ça. Et ma grosse pioche à l'époque, c'était vraiment Grimm. J'avais l'impression que ça venait, que c'était... Est-ce que tu dirais que tu transportes ton monde de contes avec toi? Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, comment tu fais? T'as une charrette? Comment je fais? Eh ben, j'en mets un peu partout. Pardon. Non, j'en mets un peu partout. C'est vrai, hein. Je pourrais pas voyager sans, de toute façon. C'est pas possible de voyager sans ces histoires, sans ces... Moi, je me verrais pas ne pas partager ma vie avec le conte. Ça, c'est clair. Parce que c'est tellement pour moi, c'est un besoin. Voilà, ça relève du besoin, le besoin du partage, le besoin de donner, le besoin, à quelque niveau que ce soit encore, hein, que ce soit au niveau des histoires, que ce soit au niveau des gens, du public, ou des humains, ou des associations, ou des... Voilà. C'est que ça forme un lien extraordinaire, c'est... Je sais pas. Ça ne veut pas dire que je vis dans ma bulle, hein, ça veut dire que je crois que si on se donne la peine, on peut voir des contes, on peut entendre, on peut tout est motif à histoire, quoi. Quelle relation tu entretiens avec la conteuse en toi? Alors, je vais te faire une réponse terrible. C'est que la conteuse est prédominante. Elle prend beaucoup de place. Ça veut dire ça? Et ben ça veut dire que... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, par exemple, avec mon époux, ben, j'ai la chance qu'ils comprennent que la conteuse est tellement cette place-là. Tu vois? C'est terrible. C'est terrible. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire concrètement dans la vie quotidienne. Ah bah ça veut dire que je me lève, je suis dans le conte, et je me couche, je suis dans le conte. D'accord. Mais est-ce que pour toi la vie est un conte? Ah non. Non, j'en suis pas là. Ben, non, j'en suis pas là. Non, non. Alors, c'est un conte au sens large du terme. Mon Dieu, pourquoi pas? Parce que j'ai quand même la chance d'être dans ce que j'aime, de faire ce que j'aime à longueur de temps, d'être plutôt heureuse dans ma vie, d'être, je crois, épanouie. Donc c'est vrai que si on en est à se donner cette, comment dirais-je, pas traduction, mais ce sens-là au mot conte, je dirais oui. Mais bon, pour moi, c'est une belle histoire d'amour. C'est pas... La question s'est jamais vraiment posée comme ça. Je pense que... Et là, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la famille, c'est que, en fait, le conte, c'est un amant.
parce que c'est vraiment primordial, c'est vraiment... Quand une histoire vient, quand une histoire apparaît, c'est... Ben voilà, c'est ce qui mène, quoi. C'est la découverte, c'est la découverte de l'autre. Et le conte comme nourriture personnelle, est-ce que ça t'évoque? Oh ben, ça nourrit, de toute façon. Certes. C'est drôle, nourriture, parce que, voilà, de base, comme ça, sans... Souvent, les conteurs disent, et moi je fais partie de ceux-là, je ne peux pas manger avant. Avant de compter, je ne peux pas manger. D'accord? Mais après, je peux dévorer. C'est drôle comme réaction. Mais n'empêche que ça existe. Donc ça, c'est, voilà, c'était... Physiologiquement, si je puis dire, c'est un peu ce qui se passe. Maintenant, la nourriture spirituelle, hein, dont on pourrait parler, effectivement, par rapport au conte, c'est particulier. C'est-à-dire que quand une histoire rencontre, enfin, quand je rencontre une histoire ou quand l'histoire me rencontre, parce que ça va dans les deux sens, ça répond à quelque chose. Je ne pense pas que le conteur ou la conteuse raconte des histoires qui ne le ou la concernent pas. Toutes nos histoires, nous parlons de nous. Voilà, ça c'est clair. Et par-delà, eh bien, nos histoires nous nourrissent. Elles répondent soit à des questions, soit nous amènent à poser d'autres questions, soit... Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que des fois, des histoires ne restent pas. C'est-à-dire qu'on a pensé que, mais il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de chose qui fait que ça ne rencontre pas un vide à remplir ou au contraire quelque chose à sortir. Mais il ne faut pas chercher à ce que ça nourrisse. Voilà. Ça, il faut laisser faire les choses. Il ne faut pas se creuser la tête en me disant j'ai une problématique qui est celle-là, il faut que je trouve une réponse dans... Non, ça n'existe pas. On a nos problématiques, on se balade avec à longueur de journée et tout d'un coup il y a une histoire qui apparaît, il y a quelque chose qui fait que on a la réponse. Ou un début de réponse. Ouais. Je crois que c'est ça. Dans les comtés, face à un public, le phénomène inverse existe aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui viennent et qui disent « cette histoire, je l'ai reçue en plein cœur » ou « cette histoire m'était destinée » ou « vous avez compté ça pour moi » ou vous avez... Et en fait, pas du tout. On a compté parce qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'on avait envie de compter cette histoire, d'offrir cette histoire. On ne savait pas à qui elle était destinée. Et des fois, il y a des gens qui nous disent, enfin qui me disent, moi j'ai eu plusieurs fois des gens qui sont venus en me disant cette histoire, je l'ai reçue en plein cœur, c'était pour moi, c'était... Ben, voilà, très bien, c'est un don, je partage. Et tu ne te sens pas valorisé de ça? Oh non. Oh bah non. Oh non. Non, je suis contente, bien sûr je suis contente de la chose, parce qu'en retour ça me fait plaisir aussi, mais je me sens pas, pourquoi avoir... Non. La valeur, elle n'est pas dans la valeur du...
du conteur ou de la conteuse, hein, la valeur est dans le conte, enfin pour moi. Non, je suis sérieuse. J'en doute pas, je t'écoute, j'essaie de comprendre ce que tu dis, de mais pour moi, je veux dire que c'est... Nous, on n'est que le transmetteur, on n'est que l'outil, on n'est pas... Bon, ce qu'on transmet, c'est le conte, c'est l'histoire, c'est... C'est drôle que tu poses des questions comme ça, parce que qu'on soit valorisé. Bah, on est content, enfin, moi je suis contente quand on me fait un retour de compliment, mais c'est pas, c'est plus si on me dit que quand les gens sont contents d'une histoire, d'avoir reçu une histoire, que de me dire que je l'ai bien contée. Ça va pas ensemble. Bah, ça va de pair parce que ça a été fait ensemble, mais ce qui est important, c'est que les gens à la limite... Pourquoi tu rigoles? Parce que tu fais, vas-y. Je vais dire un truc. Par exemple, quand j'emmène les gens en bord de mer, de nuit, d'accord? Donc je les emmène et je leur dis, installez-vous, écoutez la mer, écoutez l'océan, écoutez ma voix. Première chose que font les gens, c'est ils regardent la conteuse, d'accord? Bon, je leur dis non, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la mer, vous écoutez, on a les bateaux dans le fond, tout ça, et vous écoutez les histoires. Et bien, au bout d'un moment, on sent que ça fonctionne. On voit bien que les gens, ça y est, ils osent se désolidariser de l'humain qui est en train de raconter des histoires pour ne pas en plonger que dans l'histoire. Et à ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que c'est l'histoire qui les emmène. Et quand les gens s'en vont, eh ben, ils remercient l'histoire en priorité. Même si c'est moi qui remercie, mais à travers moi, c'est l'histoire qu'ils remercient. C'est évident. C'est évident. Moi, je dis souvent que j'avais, et c'est vrai d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une mère qui chantait et qui contait. Quand elle travaillait, elle cousait, elle gardait des enfants, et le conte a toujours été dans la maison. Une toute petite maison, mais dans la maison. Et je crois que c'est là que j'ai vraiment entendu des histoires. Pas toujours des histoires, pas toujours du merveilleux d'ailleurs, hein, mais vraiment des histoires. Et chanter. Et danser aussi, parce que quand elle travaillait et qu'on entendait quelque chose à la radio qui était entraînant, bah maman s'arrêtait de travailler et puis et on dansait. Voilà. Donc ça a été mes premiers mots que j'ai entendus. Après, bon, il y a eu l'école, où là, je ne me souviens pas avoir entendu vraiment des contes. C'est assez curieux. Et un jour, j'ai été malade à la maison, je suis restée à la maison, et il y a une voisine qui est venue avec un livre de contes, que j'ai toujours, ça a été mon premier livre de contes, et c'était des Grimm. Et c'est un Grimm à reliure vert foncé, écrit, ça, à l'époque, je me suis dit que c'était un livre pour grands, parce qu'il n'y avait pas d'image, pratiquement pas d'image. Voilà, et je les ai lus... Et là, je crois que vraiment, je suis tombée dedans. Puis après, bah, j'ai grandi, je me souviens pas trop de relations au conte. Des conteurs, je suis pas allée en écouter. Et puis un jour, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un jour, à 40 ans, un soir, en Bretagne, sur la plage, un conteur, sous un lampadaire, une grande cape sur les épaules. Je sais pas ce qu'il a raconté, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux raconter des histoires aux autres. Je veux rencontrer des histoires et les dire aux autres. Ce qui fait que j'ai annoncé ma décision tout de suite, d'abord à mon époux et à mon gamin, voilà, qui m'ont suivi. Par contre, autour de moi, ça a été un peu différent. C'est le genre de questions, tu sais, qu'on te pose toujours, c'est du genre, oh d'accord, t'es conteur ou t'es conteuse, mais comment tu gagnes ta vie? C'est quoi ton métier, quoi? Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et c'est là que j'ai fait les rencontres vraiment de belles histoires, mes premières vraies belles histoires. Et la première que j'ai prise en plein cœur, qui était dans mon livre de Grimm d'ailleurs,
c'était de celui qui partit en quête de la peur. Pas rien, hein. La peur. Et j'ai cherché une association, j'ai trouvé, je me suis fait entendre avec cette histoire-là, et c'est là que j'ai compris que j'avais tout à apprendre, et du conte, et de moi. On a des compagnons, souvent, qui font route longtemps, ensemble, et toujours, actuellement. Dans mon répertoire, j'ai le chien et le moineau. Le chien et le moineau de Grimm. À la première lecture, je me suis dit, waouh, c'est pour moi. La relation du grand, du petit, les difficultés à se faire entendre, etc. Et puis, ça s'échappe. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi cette histoire-là, finalement, bon, d'accord, c'est flagrant, les rapports, etc. Et j'ai laissé. Enfin, je ne sais pas si c'est le conte qui m'a lâché ou si c'est moi qui ai lâché le conte. Enfin, voilà. Il y a eu un temps où on s'est dit, on va faire un peu de route séparément. Et puis un jour, je devais aller conter dans un collège. Et c'est ce conte-là qui est apparu en premier. Et à ce moment-là, toutes les difficultés sont tombées. Mais vraiment, toutes les difficultés sont tombées. Et j'ai même trouvé la façon de le dire. J'ai même trouvé la façon de le dire à ce moment-là. Et je pense que le cheminement qui se fait entre le conte et le conteur, il n'est pas toujours conscient. Parce qu'on peut toujours mettre toute la technique que l'on a à la disposition du conte, si on ne fait pas ça avec le cœur et les tripes, je dis toujours le cœur et les tripes, ça n'avance pas. Et ce conte-là, il est vraiment représentatif pour moi, hein, là vraiment je parle par rapport à moi, et quand je vais en collège, c'est le premier conte que je raconte, tout le temps, conte fétiche, c'est toujours le temps, parce que, pour plusieurs choses, d'abord parce qu'il m'emporte déjà, et puis parce que quand on raconte en collège, en sixième, souvent les gamins, bon, c'est sixième, le conte, et puis pour les petits, ils n'ont pas encore sauté vraiment le pas. Et quand ils comprennent que ça, c'est un conte, et que c'est un Grimm, et que ça leur parle, que ça les concerne, c'est même pas que ça leur parle, c'est que ça les concerne, là on sait qu'on a établi quelque chose. Et j'ai répondu à la question. Et est-ce qu'en le comptant, par exemple, s'il t'est arrivé d'avoir comme des illuminations, le mot est un peu fort, des éclairages sur son sens, oui. En le comptant? Oui, ah oui, bien sûr, bien sûr, mais pas seulement sur celui-là. Oui, enfin, c'est pas celui-là, mais tu aurais un exemple de quelque chose que tu as compris, ou en tout cas qui t'est apparu, mais pas en travaillant, pendant que tu le comptes. Alors, c'est drôle que tu me poses cette question-là. Parce que, tu vois, cette histoire-là, je la raconte depuis au moins... depuis au moins 20 ans. Et la femme qui n'intervient qu'à la fin, l'épouse qui n'intervient qu'à la fin, et qui se retrouve dans une situation absolument terrible, dirais-je, elle en arrive à tuer son mari à la fin. Je ne sais pas si tu vois elle en arrive à tuer son mari. Et c'est un acte qu'elle pourrait éviter. Et qu'elle fait quand même. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Oui, avant, tu étais pris par le mouvement et donc ça faisait partie de la suite. Voilà. Donc là, il y a quelques années, quelques années, genre 2-3 ans, je me suis dit, non mais attends, il y a quand même quelque chose là. On va jusqu'au bout d'une logique qui finalement ne pourrait ne pas l'être. Et pour toi, ce petit chien, il ne devient pas un bourreau?
Le chien? Pardon, le petit moineau. Ah non, 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 pas pour moi. Non, non, pas pour moi. Il est quoi alors? Il est la justice. Ah, d'accord. Non, non. Il est la justice. Mais tu sais, dans cette histoire-là, enfin comme dans toutes les histoires, on est dedans, on est partie prenante, on est... Voilà. Donc cette manière de se défendre, cette manière de se... Bon, de se venger, parce que c'est une histoire de vengeance également, mais c'est aussi une manière de se défendre. On se retrouve dedans. Enfin, moi, je me retrouve dedans. Paris, c'est un sujet que tu as fouillé. Oui, d'abord j'y suis née. Ah, t'es née à Paris. Ah ouais, je suis née à Paris. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire en parlant de Paris comme ça, en choisissant les contes de Paris? Alors, moi je veux dire, ma première constatation, c'est que les gens disent connaître Paris, donc tout le monde, voilà, telle rue, tel endroit, etc. Ça c'est ce côté facile. Maintenant, le côté légendaire, c'est beaucoup moins accessible, même si maintenant il y a quelques livres, il y a quelques... Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a créé les Raconteries de Paris. Voilà, pour faire connaître certains quartiers, certains personnages. Et puis que ça permet de connaître l'histoire d'une manière générale aussi. C'est aussi un grand intérêt. Et c'est un intérêt qu'on trouve aussi dans le conte. Je suis toujours en train de me dire que si le conteur ne travaille pas son contexte, son histoire est en partie creuse. D'accord ? Et quand on attaque un sujet comme Paris, je suis désolée, Paris, avant de pouvoir raconter une histoire sur Paris, il faut travailler le contexte historique, sociologique, religieux, et puis après, prendre l'histoire, regarder ce qu'elle contient, et après le travail traditionnel du conteur. Mais je vais te dire un truc, j'aime autant Paris que ma Bretagne. C'est assez curieux, hein. J'aime autant Paris que ma Bretagne. C'est-à-dire que quand je suis longtemps sur la région parisienne, j'ai très envie, au bout d'un certain temps, de me retrouver là-bas, en bord de mer. Et quand je suis en bord de mer, pendant un certain temps, j'ai très envie de me retrouver là-bas. Voilà, bon, ici. Quand tu dis ma Bretagne, c'est que tu as des attaches aussi de Bretagne ou c'est juste au niveau de la vie qui t'a amené Non, ça fait 40 ans qu'on est installé en Bretagne, qu'on y a fait beaucoup de choses sur le conte également. Hein. On a fait un festival pendant 10 ans, 15 ans même. On a accueilli des conteurs. Enfin, j'ai jamais dissocié, d'ailleurs c'est drôle, on n'a jamais dissocié la Bretagne du conte. Tu vois, sur Paris, il y a des légendes sur Paris. Alors, on n'est plus dans le conte sur Paris. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sur la légende. Et que les légendes parisiennes, il y en a, on les entend sur différentes versions, on les entend. Mais quand le contexte historique est fouillé, ça a de la chair. Enfin, ça a de la chair. Je pense au petit pâté du coup, l'histoire des petits pâtés. Mais oui, si, ça a quand même de la chair, c'est quand même ça qu'il faut dire. Ça a quand même une densité, quoi. Ça a quand même, et puis on a quand même des quartiers qui permettent à Paris de revivre des choses. Ils ne sont pas encore tous modifiés, on va dire. Paris, c'est... Mon père me disait toujours, mon père était parisien et adorait Paris. Et on faisait souvent la traversée de Paris dans un sens et dans l'autre. Et il me disait toujours, attention, tu regardes Paris, tu dois regarder le nez en l'air à cause de tout ce qu'il y a sur les maisons. Parce que c'est vrai que tous les frontons, tout ça. Devant toi, parce qu'au niveau des portes cochères, au niveau de l'architecture, et puis par terre, il ne faut pas marcher dedans. Voilà. Mais même à Paris, les trottoirs parlent, parce que quand on est sur Paris, en fonction de la constitution des trottoirs, par exemple, tu as du goudron traditionnel, ou bien tu as des gros moellons, ou bien tu as des grands pavés. Ça, c'est très représentatif et ça parle et c'est passé des choses là-dessus. Et
pourrait faire une complainte là-dessus. Je m'emporte peut-être un peu quand même. La complainte des trottoirs de Paris. Mais oui, la complainte des pavés, tu vois, un truc comme ça, quoi, c'est vrai. Paris, ça m'a aussi amené à autre chose, c'est que finalement, ça m'a amené à connaître des personnages extraordinaires qui sont liés à la légende. On peut peut-être pas aller jusqu'au conte, quoique. Mais par exemple, je raconte la vie d'Édith Piaf. Alors, au début, tout le monde me disait, mais pourquoi la vie d'Édith Piaf? Parce que, voilà, parce que ma mère chantait du Piaf à la maison quand une des chansons qu'elle avait dans l'oreille, c'était les chansons de la radio, et que du coup, il y avait Piaf qui passait. Alors, et puis à cette époque-là, les femmes disaient, oh la pauvre, elle est tellement malheureuse, oh mon Dieu, mon Dieu. Finalement, je voulais enlever un peu ça, parce qu'une femme qui a vécu comme elle a vécu, il n'y avait pas que du malheur. Et en travaillant sur ses biographies et une thèse faite aux États-Unis d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'elle bouffait la vie par les deux côtés, et que par tous les bouts, et que c'était pour elle bien autre chose que de transmettre l'histoire de ses chansons. Et c'était des histoires, ces chansons aussi. C'était une conteuse à sa manière également. Et sa vie, c'était, elle voulait en faire un conte également, toujours avec le prince charmant. Elle ne le trouvait jamais, la pauvre fille. Mais ça, c'est Paris qui m'a amené à ça. Voilà. Et donc, du coup, c'est un des personnages, comme si j'avais rencontré aussi Poulbeau. Voilà, tous ces personnages qui ont fabriqué Paris, qui sont représentatifs de la capitale. Quoi. Et là, par exemple, pour travailler sur la vie d'Édith Piaf, tu peux donner une idée du fil que tu as suivi? Oui, j'ai pris 4 biographies. 4 biographies, hein, pas des romans sur sa vie. 4 biographies. Une thèse donc faite par une américaine. Et j'ai fait la trame de toutes les histoires. Enfin, je ne vais pas raconter ça. Voilà. Bon, attends, parce que j'ai un truc à te raconter. J'ai un truc à te raconter. Je travaille avec Sévane Stépanian, donc accordéoniste. Voilà. Et Sévane, elle chante pas comme Piaf, mais elle a une très jolie voix. Et un jour, on passe au théâtre de Levallois, avec Piaf. Et je vois une dame qui s'installe au premier rang et qui me fait. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Et je m'approche et elle me dit, voilà, je suis la fille du dernier chauffeur de Piaf. Et mon père m'envoie pour savoir ce que vous dites sur elle, pour savoir si vous dites si elle est droguée, pour savoir ce que... Voilà. Alors, je ne disais pas qu'elle était droguée, parce que c'était pas une droguée au sens où elle était attirée par la drogue, elle avait besoin de la drogue pour ne pas souffrir, ce qui était un peu différent. Et donc je fais la comté avec Sévane, et à la fin, les gens s'en vont, et je vois la petite dame installée toujours à la même place qui me fait... Alors j'y vais, et elle me dit, bon, écoutez, merci, je vous donne ça de la part de mon père. Et elle me donne un paquet de documents, avec des petits mots, avec des articles de journaux très anciens, avec... et j'ai refait une partie du spectacle avec ça. Et ça, c'est des cadeaux. C'est non seulement des cadeaux par rapport aux documents, bien sûr, mais c'est des cadeaux de se savoir dans la vérité, au moins de ce que les gens ont vécu. Pas de ce qu'ils voulaient entendre, parce que les gens, quand ils viennent écouter Piaf, enfin écouter Dis-nous la môme, très souvent ils me disent « Oh ben il y avait des choses qu'on connaissait, mais alors il y avait des tas de choses qu'on ne connaissait pas. » Tu vois? Donc ça permet une nouvelle image, voilà, qui ne m'est pas spécialement due, puisque je ne fais que prendre des choses et les transmettre. Et là je rejoins le conte, et je rejoins la légende, et je rejoins Paris, parce que Paris c'était quand même son domaine, en grande partie. J'adore raconter dans le noir. J'adore raconter dans le noir. Et tu le fais? Ben oui, bien sûr. Quand je les emmène au bord de mer, on est dans le noir. Non, mais par exemple, dans une salle. Eh ben là, on fait un collectif le 22 juin au Soleil de la Butte. Si tu es là, tu es bienvenu.
Et justement, là, c'est dans le noir, complet. Ah, je ne savais pas. Si, ah si. oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, donc, tu es obligé de développer ta voix, ton attention. Ah, c'est extraordinaire, parce que on sent que le conteur n'a plus aucune limite. Donc du coup, il y a une espèce de libération qui se fait. Et moi qui suis souvent au premier rang, parce que je suis souvent dans l'organisation, je sens les mouvements du conteur, qui sont vraiment dans un cadre tout à fait en dehors de ce qu'on pourrait imaginer habituellement. D'accord ? C'est extraordinaire. Compter dans le noir, ça décuple les sens, ça décuple aussi la possibilité de dire sans frontières. C'est magnifique. Magnifique. Et en plus, mais là, je sais pas si tu le garderas, mais c'est surtout dans l'organisation, dans le collectif dont je fais partie, qui est Histoire et compagnie, on a un homme qui est un type génial, qui est malvoyant. Et c'est lui, avant on avait des non-voyants qui sont partis en province, et là c'est lui qui organise à l'intérieur. Ce qui fait que toute cette préhension qu'il a du noir, des objets, etc., c'est lui qui nous emmène. Et ça, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça terrible par rapport au handicap, mais je trouve ça merveilleux par rapport à tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on... Et est-ce que tu raconterais les yeux fermés? Oui. Comme il y a un conteur canadien, là, anglophone, ouais. Je ne sais plus son nom, Mike Burns, je crois, qui raconte que les yeux fermés. Oui, alors tout non, je ne suis pas sûre, ça dépend peut-être des histoires. Mais c'est vrai, parce que quand tu comptes les yeux fermés, c'est quand même... Il n'y a plus rien d'autre qui existe, quoi. Tu es complètement avec tes personnages, avec ta vision. La seule perception que tu as, c'est une perception auditive que tu peux avoir, ou de toucher, parce que tu peux avoir un coup de vent ou quelque chose qui se passe. Mais par contre, tu n'as aucune frontière sur ce que tu peux envoyer comme image. Et ça, je trouve que c'est bien. Et dans les ateliers, moi, je fais compter les gens les yeux fermés et allongés par terre. Ce qui fait que l'adhésion au sol, elle est totale. Déjà. Arrête de rigoler. Mais pourquoi? J'ai le droit de réagir, enfin. Oui, t'as le droit. Oui, mais tu ne dis pas pourquoi, alors. Donc l'adhésion au sol, elle est totale. Et du coup, la voix est projetée là-haut. Elle n'a aucune interdiction, elle peut y aller. Et les images, les yeux fermés, ben, c'est pareil, quoi. T'as les couleurs. Tu as des couleurs que tu ne peux même pas expliquer, mais tu les vois tellement que tes mots, ils contiennent les couleurs. Sans que tu dises que ce soit du rouge, soit du vert, du bleu, tes mots contiennent les couleurs. On fait un métier extraordinaire d'avoir cette force-là. J'aimerais t'entendre sur la langue que tu emploies. La langue orale ou écrite, je ne sais pas comment tu travailles. Alors, il y a deux phases. La langue écrite. Quand j'ai tout ce que je veux au niveau des histoires. C'est-à-dire que quand que j'ai fait le tour des contextes, que j'ai trouvé mes versions différentes, que ma curiosité, entre guillemets, est satisfaite, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je crois que je suis toujours en recherche sur une histoire, mais enfin bon. Là, il y a une phase écrite, c'est-à-dire que effectivement, je me mets à l'ordinateur, parce que si j'écris à la main, j'écris tellement mal que je ne me relis pas. Et là, voilà, j'écris l'histoire telle que moi, je pense dans ma tête, je la raconterai. Et c'est là qu'il y a la phase orale et que tu racontes pas toujours de la façon dont c'est écrit. Et même jamais de la façon dont c'est écrit. Donc de la phase écrite, je passe à la trame, et de la trame, je passe à la phase orale. Et la phase orale, là aussi à différents niveaux, c'est-à-dire que moi j'aime bien chanter dans mes histoires, j'aime bien qu'il y ait un rythme. Donc je répète souvent en marchant. Je répète
il y a un lieu que moi je trouve extraordinaire, mais évidemment que beaucoup n'aiment pas, c'est le métro. Parce que quand tu fais les couloirs du métro, tu entends des rythmes avec les pas des gens, avec les talons qui scandent plus ou moins, avec le bruit des rames qui rentrent, qui ralentissent, qui repartent. Il y a quelque chose qui fait que du coup, on peut adapter, en étant attentif, on peut adapter des histoires ou des morceaux d'histoire. La question qui tue. Qu'est-ce qui fait de toi une conteuse unique au monde? C'est bien prétentieux de se dire ça, déjà, je crois. Je pense très honnêtement qu'on a chaque conteur, mais c'est valable pour chaque individu, chaque conteur a quelque chose qui fait qu'il est unique. Ne serait-ce que sur un bout d'histoire. Voilà. Il y a peut-être une manière d'enregistrer, de comprendre un morceau d'histoire qui fait qu'à ce moment-là, on est unique. Alors après, est-ce qu'il y aurait plusieurs moments où on est chacun unique? J'en sais rien. Ça me paraît tellement... Tu vois, le conte, j'étais en train de me dire, c'est quand même, c'est vivant. Ça te donne de la vie, tu transmets la vie, ça te donne de la vie. Tu es obligé de te dire qu'est-ce qui fait que tu peux ou que tu ne peux pas dire telle histoire. Bon, on n'est pas en train de faire une psychologie de bas étage, c'est pas ça, mais quand même. Et puis le fait d'avoir à côté des gens qui te disent « Ah bah oui, tiens, ce serait pas mal à... » Voilà. Bon, ça nous permet des rencontres, ça permet... Par contre, il y a une chose qui est certaine, j'ai jamais douté un seul instant. J'ai eu des bons... Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je suis en train de raconter des histoires. J'ai la certitude profonde d'être conteuse. C'est peut-être mieux comme ça. J'ai la certitude profonde d'être conteuse, même s'il y a eu des moments où j'ai douté. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui pousse, voilà, qui emmène, et t'as beau te dire, non mais attends, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le faire. Mais si, c'est comme ça. Malgré tout, ça y va. Et je pense que c'est la nécessité du conteur, honnêtement. Je pense que c'est la nécessité du conteur. S'il n'a pas cette foi, parce que ça va jusque-là, hein, cette foi en ce qu'il fait, en ce que les histoires se donnent, et qu'il faut les rendre, il ne faut pas être conteur. Enfin, conteuse en l'occurrence.